La société anonyme faisant partie des sociétés de capitaux. Elle est régie par la loi 1795. C'est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet, dont les associés n'ont pas la qualité de commerçants et n'ont tenu que de leur rapport. Du fait de son rôle dans le développement de l'économie nationale, de son succès de réaliser de gros investissements, la société anonyme incite ainsi le public à l'épargne par l'émission des titres. Le législateur marocain n'a pas défini ces titres et les a cités juste à titre indicatif. Ainsi, ces titres, appelés aussi des valeurs mobilières, sont définis par l'article 243 de la loi 1795 comme suit. Les valeurs mobilières émises par la société anonyme sont les actions formant le capital social, les certificats d'investissement et les obligations. Sont assimilés à des valeurs mobilières les droits d'attribution ou de souscription détachés des valeurs mobilières ci-dessus énumérées. Il résulte de cet article que les valeurs mobilières sont les actions, les obligations et les certificats d'investissement. D'ailleurs, le public s'investit dans ces valeurs sans tenir compte qu'aux droits autres que patrimoniaux qui sont plutôt attachés. L'étude de ces valeurs relève du droit des sociétés et aussi des règles du droit boursier. Nous allons traiter ce sujet à travers 3 axes. On va voir qu'est-ce que c'est les actions, qu'est-ce que c'est les obligations et aussi les certificats d'investissement. On commence par les actions. Les actions, ou bien plutôt l'action, est un titre négociable représentatif d'une fraction du capital d'une société. L'action confère à son détenteur un droit de propriété sur l'actif net de la société et permet de participer aux bénéfices proportionnellement à la part du capital détenu. Il donne aussi à son détenteur une série de droits. Alors, d'abord, le droit aux dividendes. Chaque personne qui dispose d'une action bénéficie d'une dividende. Le montant des dividendes est voté par l'Assemblée générale. Les dividendes ne sont qu'une partie du bénéfice net de l'entreprise qui est distribuée aux actionnaires. Aussi, l'action donne droit à l'information, c'est-à-dire tout actionnaire a droit à l'information sur les résultats et la vie de l'entreprise. Il ne doit en aucun cas se faire refuser la possibilité de consulter les documents financiers de la société et toute autre information jugée non confidentielle. Aussi, l'action donne droit de vote, c'est-à-dire vous pouvez voter en assemblée générale concernant les décisions prises par l'entreprise. Le droit de vote est proportionnel au nombre d'actions que vous détenez dans la société. Aussi, le droit a une partie de l'actif net de l'entreprise, c'est-à-dire si l'entreprise dans laquelle vous avez investi en actions se trouve en faillite, vous avez droit à une partie de son patrimoine, mais ça après que ses dettes soient honorées. Et en fonction du nombre d'actions que vous avez détenues aussi. Les actions sont émises, échangées et négociées sur un marché organisé. La bourse. On parle de la bourse. La bourse constitue un marché d'offres et de demandes des titres. Les actions peuvent être cotées en bourse si l'entreprise souhaite se financer par appel public à l'épargne. Les entreprises introduisent leurs actions en bourse pour lever des fonds destinés au financement de leur croissance et projets de développement. On distingue 2 types de marchés, marché primaire et marché secondaire.
Marché primaire, c'est le marché sur lequel les nouvelles actions sont émises et souscrites par des investisseurs lors d'une introduction en bourse. Le marché secondaire, c'est le marché sur lequel sont échangées les actions déjà émises sur le marché primaire. Vous devez savoir que la cotation d'une action est l'opération de détermination de la valeur de l'action après confrontation des ordres d'achat et de vente. Pour avoir des actions, au Maroc, il existe deux modes de détention des actions. Alors, on parle des actions au porteur et des actions nominatives. Les actions au porteur sont des actions dont le nom de propriétaire n'est pas communiqué à la société émettrice. C'est-à-dire, seul l'intermédiaire financier connaît l'identité du détenteur de l'action. Actions nominatives sont des actions dont le nom de propriétaire est inscrit sur le registre des actionnaires de la société. Cette dernière connaît ainsi l'identité exacte du détenteur de l'action. Comment peut procéder à avoir un ou bien une action? Tout d'abord, par l'ouverture d'un compte titre chez un intermédiaire agréé. Les intermédiaires agréés sont généralement des sociétés de bourse. Ouverture du compte titre, l'intermédiaire doit faire signer au client une convention d'intermédiation qui contient plusieurs clauses obligatoires. Puis, passez des ordres de bourse d'achat ou de vente à votre intermédiaire. C'est-à-dire, pour acheter ou vendre des actions, vous transmettez un ordre de bourse à votre intermédiaire financier. Si les membres négociateurs du marché, c'est-à-dire habilités par la bourse à négocier directement sur le marché, cas par exemple des sociétés de bourse, celui-ci se chargera lui-même de l'exécution de votre ordre. S'il est simple, collecte d'ordre, comme les banques par exemple, il confiera l'exécution à un négociateur. Les ordres de bourse peuvent être transmis par tout moyen à la convenance du client et de la société de bourse ou du collecteur d'ordre, notamment par lettre, par téléphone, par télécopie, n'importe. Alors, qu'est-ce qu'un ordre de bourse? Un ordre de bourse désigne l'instruction donnée par le client à son dépositaire ou son intermédiaire d'acheter ou de vendre pour lui des valeurs mobilières. Pour son exécution, l'ordre doit comporter une série de mentions obligatoires. L'ordre de bourse doit être matérialisé par une fiche dûment remplie et signée par le client. Deuxième paragraphe relatif aux obligations. Une obligation est un titre négociable qui représente une créance. Cela équivaut à un prêt consenti par l'investisseur à l'entreprise à un taux d'intérêt fixé d'avance sur une certaine durée au terme de laquelle l'obligation est remboursée. Avec une action, vous détenez une part de l'entreprise, alors qu'avec une obligation, vous prêtez de l'argent à une entreprise. L'obligation peut être émise par une société privée, un établissement public ou par l'État. La rémunération d'une obligation peut être fixe ou variable, versée annuellement sous forme de coupon. Le coupon est égal au montant des intérêts versés chaque année pour chaque obligation d'un emprunt donné. Il est calculé sur la base de la valeur nominale de l'obligation et est dû quel que soit le résultat de la société. La valeur d'une obligation se mesure avec deux facteurs, grâce à sa valeur nominale et à son prix d'émission.
la valeur nominale, et la valeur comptable initialement prêtée. Et le prix d'émission correspond au montant à payer pour acquérir l'obligation. Il peut être égal ou inférieur à la valeur nominale. Et dans ce dernier cas, la différence entre les deux représente la prime d'émission. Même si c'est un prêt, l'obligation reste risquée. En cas de défaut de l'entreprise, il est possible que l'obligataire perd les intérêts et le capital dû. Le rôle des agences de notation est d'évaluer le risque de défaut des sociétés et de leur attribuer une note de risque. Plus celle-ci est basse, plus la probabilité de non-remboursement est élevée. Et plus la société devra accepter de payer un taux d'intérêt élevé pour attirer les investisseurs. Comme les actions, les obligations sont cotées tous les jours sur les marchés financiers et l'évolution de leur valeur est fonction de celle des taux d'intérêt. La mesure entre la variation du mouvement des taux d'intérêt et du cours de l'obligation s'appelle la sensibilité. Plus la sensibilité est élevée et plus le cours de l'obligation sera affecté par rapport aux variations des taux d'intérêt. Il existe plusieurs types d'obligations, notamment les obligations convertibles en actions. Dans le cadre des obligations convertibles en actions, la personne réalise un prêt en faveur de la société. À l'échéance, elle a la possibilité de choisir entre le remboursement de la somme prêtée en numéraire, plus les intérêts perçus, ou bien le remboursement de la somme prêtée par l'attribution d'actions de la société, entrée dans le capital de la société autrement dit. À l'échéance de l'obligation, l'investisseur dispose donc d'un choix quant aux modalités de remboursement de sa créance. Ce type particulier d'obligation ne peut être mis en place que par les sociétés par actions simplifiées et sociétés anonymes. Je vais vous donner un exemple. Imaginons qu'un investisseur accorde un prêt de 20 000 dirhams à une société anonyme. Imaginons que le montant de 20 000 dirhams correspond à la valeur de 100 actions dans la société. À l'échéance du prêt, c'est-à-dire après plusieurs années, il sera possible de prévoir un remboursement de la créance en numéraire de 20 000 dirhams plus les intérêts, ou bien une conversion de la créance en actions. Et à ce moment-là, l'investisseur recevra alors 100 actions de la société. Alors, quels peuvent être les avantages des obligations convertibles en actions pour l'investisseur lors de la conclusion du prêt? La valeur des titres que l'investisseur pourra recevoir en remboursement est figée. Ce dernier dispose ainsi la possibilité à l'échéance du prêt de se faire attribuer des actions ayant une valeur actuelle supérieure au montant de la valeur figée. À l'inverse, si les titres se sont dévalorisés dans le temps, l'investisseur peut, de manière classique, se faire rembourser le montant de sa créance en numéraire. Les obligations convertibles en actions permettent ainsi de prémunir l'investisseur contre une dévalorisation de la valeur des titres de la société dans le temps. C'est-à-dire, lorsque les titres auront perdu de leur valeur, l'investisseur choisira ainsi un remboursement de sa créance en numéraire. Ce mode de financement permet donc à l'investisseur de tirer profit du développement de l'entreprise,
dans le temps sans perdre le risque d'une souscription directe au capital social de la société dont l'issue peut être incertaine. Aussi, on peut parler des obligations à bande de souscription d'actions, des OPCA. Ce sont des obligations émises par des entreprises privées et non par des établissements financiers. Un ou plusieurs bons de souscription sont attachés à l'OPCA. Elles donnent la possibilité aux porteurs d'acheter à une date et à un prix convenu d'avance des actions émises ultérieurement. Les obligations et les bons de souscription sont cotés séparément. Le porteur peut donc vendre son titre obligataire et ou ses bons de souscription s'il y trouve intérêt. Techniquement, les OPCA sont des valeurs dites composées, avec d'un côté une obligation ordinaire et de l'autre un bon de souscription d'action. Dans beaucoup de cas, les bons de souscription d'action permettent de souscrire à une action, mais les parties peuvent être plus complexes, plusieurs bons étant par exemple nécessaires pour obtenir une action. Alors, quel que soit le parti, permet de souscrire à une augmentation de capital à un prix prédéfini. Le souscripteur d'une OPCA est donc à la fois un investisseur obligataire et un actionnaire potentiel de la société émettrice. Pour l'investisseur, les OPCA sont d'une grande souplesse. Ils ont beaucoup d'avantages. Ils permettent plusieurs types d'opérations selon l'évolution des marchés financiers. Ils peuvent permettre de vendre l'obligation et le bon de souscription attachés, conserver l'obligation et le bon de souscription, vendre l'obligation et conserver le bon de souscription, conserver l'obligation et vendre le bon de souscription, vendre l'obligation et exercer le bon de souscription. Vous voyez, en contrepartie de cette souplesse, les OPCA, pour leurs composantes obligataires, servent un taux d'intérêt relativement bas par rapport aux emprunts traditionnels. De son côté, la valeur des bons de souscription évolue selon le cours boursier. Ces titres hybrides permettent de mettre en place différentes stratégies selon les anticipations boursières du souscripteur. Dans les grandes lignes, il peut céder les bons de souscription et conserver les obligations s'il parie sur une baisse des taux d'intérêt. Il peut vendre les obligations et garder les bons s'il mise sur la hausse des cours de l'action. En période de troubles boursières, il a aussi la possibilité de conserver les obligations et les bons afin de se couvrir sur les deux compartiments du marché. Les bons de souscription amplifient mécaniquement les évolutions des cours de l'action. En clair, à chaque fois que le cours de l'action varie à la hausse ou à la baisse, le bon suit avec une amplitude démultipliée. Cette hyper-réaction permet aux investisseurs de profiter d'un effet de levier. Attention, il joue dans les deux sens. Aussi, il y a des obligations à taux fixe et à taux variable. Les obligations à taux fixe, le taux d'intérêt est déterminé à l'origine sur la valeur nominale. Les revenus qui en découlent sont donc constants pendant toute la durée de l'emprunt. Concernant les obligations à taux variable, le taux d'intérêt est recalculé chaque année et suit l'évolution des taux de la zone monétaire. Aussi,
On parle des obligations assimilables du Trésor, les OAT. Ils sont attachés à un emprunt lancé par le Trésor public, l'État, et sont émis avec une valeur nominale pour les particuliers. On peut citer aussi les obligations à coupon zéro. Ils ne donnent lieu à aucun paiement de coupon pendant leur durée de vie. La rémunération de souscripteur se réalise soit par un prix d'émission inférieur à sa valeur de remboursement, soit sous la forme d'une prime de remboursement au terme. Et dans les deux cas, l'écart entre la valeur initiale et la valeur au terme correspond aux intérêts capitalisés. En troisième paragraphe, on passe voir certificat d'investissement. Une société anonyme peut décider de fractionner les actions existantes ou les nouvelles actions en créant des certificats d'investissement, on les appelle les droits pécuniaires, et des certificats du droit de vote. Le certificat d'investissement est de façon schématique une action mais sans droit de vote. De ce fait, le détenteur d'un certificat d'investissement ne peut pas participer aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, puisqu'il n'a pas la possibilité de voter. Cependant, il garde tous les autres droits des actionnaires, à savoir le droit à l'information, notamment la possibilité de consulter les documents sociaux de l'entreprise, le droit aux dividendes, les droits de souscription et les droits d'attribution. La création des certificats d'investissement est décidée par l'Assemblée générale extraordinaire sur proposition du conseil d'administration, du directoire ou encore du commissaire aux comptes. Toutefois, leur proposition ne peut être supérieure au quart du capital. Merci pour votre attention.